Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle synthèse de la Minute Micronut que vous retrouvez quotidiennement du lundi au vendredi sur le compte Instagram DR Anna Potter. Mais avant de commencer cette petite synthèse, je voulais vous signifier que le Salon international de l'agriculture commence le week-end du 24-25 février et va se prolonger au premier week-end de mars. Personnellement, je vais intervenir au salon, au stand de l'association Bleu Blanc Cœur pour parler non seulement de l'intérêt de cette filière de production, mais également pour promouvoir l'importance des oméga 3 qui sont au cœur de notre santé. Donc voilà, petite parenthèse, nous allons attaquer la Minute Micronut. Alors, je reprends comme d'habitude les publications du compte. Je vous synthétise un petit peu le propos et je sélectionne un ou deux commentaires auxquels éventuellement je peux apporter une réponse générale, non personnalisée et qui ne nécessite pas une consultation en direct. Donc la Minute Micronut concernant l'intolérance au lactose. Donc on en avait déjà parlé dans la précédente Minute Micronut. Ici je précise que si vous appréciez les produits laitiers, que si l'été vous appréciez la crème glacée ou s'il y a par exemple une crème dessert particulière que vous appréciez, l'intolérance au lactose est due à un déficit enzymatique en lactase, donc cette enzyme qui est capable de casser la liaison entre les deux oses, donc deux sucres monosaccharides qui composent le disaccharide qui est le lactose, donc le galactose et le glucose. Et on peut donc retrouver aujourd'hui des compléments alimentaires qui sont constitués d'enzymes qui vont permettre de prendre le relais de votre propre lactase et donc vous allez pouvoir consommer votre crème glacée sans avoir de troubles digestifs indisposants qui pourraient vous gâcher le plaisir de cette excellente crème glacée. Alors je veux vraiment que vous reteniez bien le fait que l'intolérance au lactose n'a rien à voir avec une allergie aux protéines de lait. On ne peut pas être allergique au lactose. Le lactose est une molécule qui est beaucoup trop petite pour que notre système immunitaire la reconnaisse et produise des anticorps contre cette molécule. Je vous l'ai dit, c'est un disaccharide, une molécule de glucose associée à une molécule de galactose. Et notre système immunitaire n'est pas capable de reconnaître une molécule aussi petite. Donc il ne s'agit pas d'une allergie mais bien d'une intolérance par déficit enzymatique. Ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent l'intolérance au lactose et l'allergie aux protéines de lait. Bien qu'effectivement que l'intolérance au lactose, si elle n'est pas prise en charge et qu'elle entraîne une dysbiose de fermentation, peut entraîner au long cours un problème d'hyperperméabilité intestinale et là à ce moment-là on pourrait se retrouver avec une allergie aux protéines de lait de vache en bout de course finalement. Mais il ne faut pas tout mélanger, il faut vraiment être précis sur chacun des termes qu'on emploie lorsqu'on parle de micronutrition, de médecine nutritionnelle et fonctionnelle et d'alimentation santé. Deuxième Minute Micronut, je vous parle toujours, je suis restée un petit peu dans le domaine des produits laitiers. On sait que c'est vraiment un sujet qui fait débat. Hein. Beaucoup de professionnels de la santé et de non-professionnels surfent sur cette vague, sur ces croyances, essayent de faire un petit peu le buzz autour des produits laitiers. Et d'ailleurs, au cours du Salon international de l'agriculture, nous parlerons de l'intérêt des produits laitiers lorsqu'ils sont issus de la filière Bleu Blanc Cœur. Donc, bannir les produits laitiers sans qu'un diagnostic médical, sans qu'un diagnostic biologique ait été fait, que ce soit sur une éventuelle intolérance au lactose ou que ce soit sur une éventuelle allergie aux protéines de lait, ça serait une erreur. Ce n'est ni bon ni mauvais de consommer des produits laitiers, on n'est pas obligé de le faire comme on n'est pas obligé de ne plus en consommer. Il faut adapter votre modèle alimentaire à votre état de santé. Maintenant, je ne rentrerai pas dans les considérations éthiques, les considérations morales. Je suis ici pour vous parler uniquement de santé, de biologie, de physiologie et de biochimie. Donc oui, ça serait une erreur de supprimer et d'enlever complètement, entièrement toute cette catégorie d'aliments sans qu'un diagnostic n'ait été posé, puisque vous n'êtes peut-être ni intolérant au lactose et aussi pas allergique aux protéines de lait.
Faites attention parce que de nombreuses personnes qui ne sont pas compétentes en la matière surfent sur cette vague. Hein. On surfe un petit peu sur la peur avec des pensées dogmatiques, des croyances, des stéréotypes. Plus on sort des choses qui sont grosses et qui sont presque risibles, tellement qu'elles sont drôles, plus on a tendance à accrocher un petit peu son lectorat. Mais faites attention, toutes ces croyances, toutes ces pensées dogmatiques ont tendance à nous faire avoir des comportements qui sont extrêmes et qui ne sont pas forcément optimaux pour notre santé. On surfe beaucoup sur cette vague toutes les personnes que j'entends bannir les produits laitiers sans qu'elles aient de compétences particulières dans le domaine de la santé, surfent sur la vague du oui mais vous vous rendez compte, on est la seule espèce qui boit le lait d'une autre espèce. Bon, on est quand même une espèce qui est bien différente des autres et on fait énormément de choses que d'autres espèces ne font pas. Donc ce type de conclusion me semble tellement ridicule et dénué d'intérêt scientifique que je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut mettre en avant cet argument. Ensuite, lorsqu'on vous dit que le lait de vache est fait pour le veau et que le veau prend des centaines de kilos en très peu de mois et que donc l'hormone de croissance contenue dans le lait de vache n'est pas faite pour nous et que si on arrivait à malheureusement consommer ce lait de vache, on aurait donc le même effet que l'hormone de croissance et que donc contenu dans ce lait de vache et que donc on prendrait également beaucoup de poids. Alors là, il faut encore revenir encore une fois aux concepts fondamentaux de la physiologie, de la biochimie, l'hormone de croissance. Les personnes qui utilisent cet argument ne doivent pas savoir qu'est-ce que c'est que l'hormone de croissance, de quoi elle est constituée, puisque l'hormone de croissance, c'est une protéine. Une protéine, si on connaît les mécanismes de la digestion, on sait qu'une protéine n'arrive pas comme ça dans l'intestin. Une protéine va subir tout un processus en chaîne de digestion qui va commencer au niveau de l'estomac. Et lorsque cette protéine va arriver dans l'intestin, elle ne sera plus sous forme de protéines. Les protéines sont individuelles à chacun d'entre nous. Par contre, les éléments constitutifs de la protéine, que sont les acides aminés, ces petites perles qu'on va associer les unes aux autres pour faire ce gros collier de perles qui est une protéine et qui a donc une activité, une structure tridimensionnelle, cette protéine n'est plus active puisqu'elle va être découpée au fur et à mesure de son passage dans l'appareil digestif. Et finalement, quand on va arriver au niveau de l'intestin, on va se retrouver avec une protéine qui ne sera plus une protéine active mais qui sera un ensemble d'acides aminés qui vont être complètement dissociés, donc sous forme soit d'acides aminés libres, soit sous forme de dipeptides, tripeptides, donc 2 ou 3 acides aminés entre eux. Et là, il n'y a plus du tout d'activité de cette hormone de croissance. Et c'est sous forme d'acides aminés que nous allons les assimiler, les absorber au niveau digestif pour reconstruire nos propres protéines avec ces briques de départ. Nous avons donc tous les mêmes briques de départ, cette vingtaine d'acides aminés, qui vont nous servir à, selon notre code génétique, selon la lecture du code génétique, l'enchaînement de ce qu'on appelle des codons, nous permettre de produire nos propres protéines. Donc on a au départ les mêmes briques, les mêmes perles, et puis après on fait chacun nos colliers. Donc surfer sur cette vague de l'hormone de croissance qui fait prendre des centaines de kilos au veau, ça n'a aucune validité scientifique. Donc rappelez-vous toujours, ne vous laissez pas berner par ces arguments, qui sont dénués de valeur scientifique et essayez toujours de vous rappeler que on ne peut pas se tromper si on revient aux bases, aux fondamentaux de la biochimie et de la physiologie. Si on a compris comment est-ce que notre organisme fonctionne, on ne peut pas se tromper et puis surtout on peut avoir ce regard un petit peu critique vis-à-vis de tout ce qu'on nous raconte au quotidien. Il y a des ouvrages pourtant qui sortent, qui sont là pour faire le buzz, les produits laitiers, voilà. Mais finalement, quand on creuse un petit peu et qu'on a ce recul et ces connaissances scientifiques et médicales, on peut remettre un petit peu en question tous ces discours dogmatiques. Alors j'ai eu un commentaire de Déborah Simon qui me dit que c'est la première fois qu'elle entend finalement un discours complètement contraire à tout ce qu'on essaye de lui faire croire depuis des années. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Grâce à mes vidéos et le blog, elle a contacté l'IEDN, donc l'Institut Européen de Diététique et de Micronutrition, qui a pu l'orienter vers un micronutritionniste juste à côté de chez elle, qu'elle a consulté pour la première fois, et elle a donc 12 kilos à perdre, non, 12 kilos de graisse et 4 kilos d'eau à perdre selon ce que lui a dit sa micronutritionniste. Alors ça lui fait un petit peu mal au moral, mais
Elle me dit un grand merci de m'avoir fait connaître la micronutrition. Et ben écoute Déborah, je te souhaite vraiment d'atteindre tes objectifs. Tu as trouvé un professionnel qui visiblement est compétent et pourra t'accompagner dans cette démarche. Et effectivement, je vous invite tous, si vous avez envie d'être pris en charge par quelqu'un professionnel de la santé qui est compétent en micronutrition, effectivement, contactez l'IEDM qui pourra vous donner les coordonnées de professionnels près de chez vous qui ont été formés à la micronutrition. Bon, n'hésitez pas quand même après à demander quelles sont exactement les formations que ces personnes ont fait parce que c'est un petit peu disparate, je dirais, le niveau des professionnels qui sont référencés à l'IEDM, mais pas qu'à l'IEDM d'ailleurs, hein, vous pouvez contacter le groupe Pilège. Donc renseignez-vous quand même hein, des diplômes qu'ils ont passés, des formations qu'ils ont faites. Et puis, vous pouvez également consulter à distance. De plus en plus de micronutritionnistes pratiquent des consultations en visioconférence. Moi-même, je le fais, ce qui permet d'avoir vraiment des patients sans frontières, des patients un petit peu partout dans le monde. Et ça ne pose aucun problème en ce qui concerne en tout cas les consultations de micronutrition, puisqu'on fonctionne sur des questionnaires fonctionnels, des interrogatoires, et on fait réaliser des bilans biologiques. Donc voilà pour le petit commentaire de Déborah. Alors on passe à la 3e minute micronute. Alors en fait je vous ai expliqué que la digestion des lipides était extrêmement difficile à faire, donc ça va former des grosses gouttelettes qui vont être très difficilement accessibles par la lipase pancréatique notamment, et donc on va avoir un mécanisme qui va se mettre en place qui s'appelle l'émulsification des graisses, qui va pouvoir être réalisé par la production des sels biliaires. Donc les sels biliaires qui sont produits par le foie, stockés dans la vésicule biliaire, vont avoir ce rôle un petit peu d'émulsifiant. C'est un petit peu comme quand vous avez du gras sur les mains, si vous vous rincez les mains à l'eau, vous ne pourrez pas enlever cette couche, ce film lipidique, et il faudra utiliser un savon. Dans les savons, il y a cette notion de micelle et d'émulsification pour pouvoir finalement casser cette grosse gouttelette et en faire des toutes petites des micelles, des gouttelettes qui vont pouvoir, elles, être attaquées par la lipase. Donc effectivement, il va y avoir un rôle extrêmement important des sels biliaires dans la digestion des lipides. Effectivement, les personnes qui ont subi une cholécystectomie, c'est-à-dire une ablation de la vésicule biliaire, ne vont plus produire, en tout cas stocker leurs sels biliaires et auront des difficultés à digérer les graisses. Alors il y a des mécanismes adaptatoires qui se mettent en place, mais la plupart du temps, sans vésicule biliaire, on va avoir beaucoup de mal à digérer ces graisses. Donc l'idée va être de se complémenter en complexe enzymatique capable de digérer ces graisses, un petit peu le même principe que pour la lactase. On va venir en fait pallier à votre propre déficience en sels biliaires pour pouvoir vous permettre de digérer, manger des poissons gras sans avoir des relents, manger des frites sans vous sentir mal pendant 4 heures par exemple. Il faudra les prendre bien évidemment au moment du repas pour que ces enzymes soient au contact du bol alimentaire, sinon ça n'aura pas grand intérêt. Alors les sels biliaires sont extrêmement importants, on a fait de nombreuses découvertes sur les sels biliaires ces derniers mois, ces dernières années. On peut d'ailleurs aujourd'hui faire des profils de sels biliaires, primaires, secondaires. On s'est rendu compte que les sels biliaires non seulement étaient le facteur limitant de la digestion des lipides, mais les sels biliaires ont aussi d'autres rôles de régulateurs métaboliques notamment. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai eu un cours sur ces sels biliaires lors de l'université d'été spécialisée du professeur Castronovo l'année dernière. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail. Faut savoir que les sels biliaires sont le produit de dégradation du cholestérol. Donc faire attention, aujourd'hui on diabolise le cholestérol. On est dans cette optique de toujours vouloir faire diminuer le taux de cholestérol à des valeurs qui me semblent complètement incohérentes. Et effectivement, un taux insuffisant de cholestérol pourrait entraîner une insuffisance de production de sels biliaires. Donc j'ai une question de Mystique 1 qui me dit, et quand on n'a plus de vésicule biliaire? Bon, alors c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Quand on n'a plus de vésicule biliaire, on va avoir du mal à digérer les graisses. Il va falloir se complémenter en complexes enzymatiques qui permettent de digérer les lipides. Et puis, il y a encore une fois des mécanismes qui se mettent en place. On va avoir, au niveau de l'appareil digestif, on peut avoir une espèce de dilatation qui va faire qu'on va pouvoir stocker ces sels biliaires. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne, mais c'est ce qu'on m'a appris en tout cas, qu'au bout d'un certain nombre de mécanismes adaptatoires qui se mettaient en place et qui permettaient en quelque sorte de prendre le relais de cette vésicule biliaire. Je n'ai pas vu les études scientifiques là-dessus, donc là je vous fais juste part de ce que mes professeurs m'ont expliqué. Mais bon, en tout cas ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez plus de vésicule biliaire et que vous devez manger du gras, il va falloir manger du gras pour avoir votre vitamine liposoluble. Il faut absolument votre vitamine A, D, K, E, il faut pouvoir digérer le gras pour pouvoir avoir vos oméga 3. Donc il va falloir
vous êtes vraiment le sujet qui devrait prendre des enzymes digestives lipidiques. Parce que le problème de ne pas digérer les graisses, c'est au-delà de l'inconfort digestif que cela peut entraîner, c'est que vous n'allez pas assimiler vos vitamines liposolubles, c'est que vous n'allez pas pouvoir assimiler vos acides gras polyinsaturés essentiels et les intégrer dans vos membranes cellulaires. Donc c'est quand même un domaine qui est important à régler, cette digestion des lipides, et qui pourrait avoir un impact fortement délétère sur votre santé si vous ne l'améliorez pas. Autre minute micronut, donc je vous parle des conséquences d'une maldigestion. Donc vous l'avez compris, je viens de vous expliquer que mal digérer pourrait entraîner chez vous une malnutrition. On ne parle pas de malnutrition en termes de calories, on parlerait plutôt de malnutrition en termes de micronutriments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des assiettes qui sont de plus en plus riches en calories, donc de plus en plus énergétiquement denses, dirons-nous. Donc mais par contre ce sont des calories qu'on dit des calories vides, c'est-à-dire que finalement vous allez certes avoir vos 1008, 2000, 2002 calories dont vous avez besoin par jour pour produire suffisamment d'énergie, mais par contre ces calories ne vont pas vous apporter les micronutriments dont vous avez besoin et qui sont indispensables à votre santé. On ne parle pas de micronutriments de confort, mais bien de vitamines, de minéraux dont vous avez absolument besoin pour que votre organisme fonctionne de manière optimale. Donc la maldigestion peut entraîner une malnutrition et essentiellement une malnutrition qui va être micronutritionnelle. Ça c'est un premier point. Le deuxième point d'une maldigestion, je vous en ai aussi parlé tout à l'heure, si vous digérez pas correctement vos protéines, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien vous pourriez vous retrouver avec des protéines donc étrangères, du non-soi, qui finirait par se retrouver dans l'intestin et se retrouver en contact avec votre système immunitaire, et vous pourriez donc déclencher des allergies, des maladies auto-immunes en fonction du mimétisme antigénique. Et donc effectivement un problème de maldigestion peut être en lien, et souvent en lien, avec des problèmes immunitaires, dysimmunitaires, d'allergies, de maladies auto-immunes. Donc il ne s'agit pas juste d'associer maldigestion et troubles fonctionnels intestinaux. Ça va bien au-delà des troubles fonctionnels intestinaux, notamment dans le cas de la maldigestion des protéines qui peut entraîner des allergies, des maladies auto-immunes. La maldigestion de toute la catégorie des sucres peut également entraîner des problèmes de dysbiose de fermentation. Qui dit dysbiose de fermentation dit plus loin microbiote, donc en déséquilibre, et leaky gut, hyperperméabilité intestinale, et on en revient à tout ce qui est dysimmunité puisque contact avec le système immunitaire. Donc rappelez-vous que la maldigestion des protéines, des lipides, des glucides ne se limite pas à des problèmes digestifs. Certes, en premier lieu, on va dire que ce sont les tout premiers signes d'appel. Troubles fonctionnels intestinaux, problèmes de transit, diarrhée, constipation, ballonnement, gaz, éructation. Ce sont les premiers signes. Mais si on ne les prend pas en charge, on va dériver vers des pathologies extra-digestives, et on est souvent sur des pathologies en lien avec le système immunitaire. Alors, je vais sélectionner le commentaire de Stéphio44 qui me dit: bonjour Anne, tellement vrai ce que tu dis, opérée d'un bypass gastrique depuis plus de 2 ans, les conséquences néfastes sont importantes, déficit en vitamines, problèmes hormonaux et une longue dépression récurrente à la fin de l'automne après un déficit en folate. Bonne journée. Alors là c'est un thème qui est extrêmement intéressant, d'autant plus que j'ai pris conscience à quel point la chirurgie bariatrique, que ce soit la sleeve, le bypass, était un petit peu rentrée dans les habitudes courantes. On se fait un petit peu opérer d'un bypass comme on pourrait se faire des injections dans les lèvres ou se faire refaire le nez, hein. C'est un petit peu les aléas de l'influence sociale et de la société, alors qu'il faut quand même se rappeler que c'est une réelle amputation que vous réalisez sur votre appareil digestif, et que ça doit être vraiment un ultime recours, hein, lorsque le pronostic vital est en jeu, et absolument pas une solution de confort ou de facilité parce que vous n'avez pas le courage, la motivation de perdre du poids par vous-même. Donc là c'est vraiment quand même je pense un sujet que j'aborderai beaucoup plus en détail
dans de prochaines micronutes ou dans une vidéo ou un article dédié, parce que ces chirurgies bariatriques, je pense qu'on va tomber des nues d'ici quelques années et on va se rendre compte que finalement c'était pas la panacée. Il va vraiment falloir être pris en charge et je vous recommande d'être pris en charge par un micronutritionniste, parce qu'au-delà de voir un gastro, ça va être important, et de voir une diététicienne par exemple, ça va vraiment être important de voir un professionnel de la santé qui sera capable de vous expliquer exactement quels sont les déficits, quelles sont les carences, quel est l'impact de cette chirurgie, et de vous proposer une complémentation adaptée après avoir réalisé des bilans de biologie spécifiques. Et là, pour le coup, le micronutritionniste est le professionnel de la santé qui a le plus de compétences dans ce domaine et qui pourra vous proposer la complémentation la plus adaptée en fonction de vos déficits, de vos carences et des signes que vous exprimez. Là par exemple, cette dépression qui pourrait être expliquée pas que par le déficit en folate. Donc voilà ce que je peux vous recommander si vous avez subi cette mutilation digestive par choix ou par obligation. Entourez-vous de professionnels de la santé compétents qui pourront vous permettre de limiter les effets indésirables de cette opération et de maintenir ces effets positifs sur le long terme, c'est-à-dire garder cette perte de poids. Il y a quand même un travail psychologique à réaliser sur la rééducation au comportement alimentaire, parce que pour l'instant c'est un petit peu comme si vous vous disiez moi je veux faire des économies, mais c'est plus facile de faire en tout cas je veux pas dépenser d'argent. C'est plus facile de pas dépenser d'argent quand vous n'en avez pas, mais le jour où on va vous en donner, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez tout claquer en une journée. Voilà, c'est un petit peu pareil. Je veux perdre du poids, comment faire pour perdre du poids? Il faut que je mange pas. Alors si je fais ce travail sur moi-même d'apprendre à manger correctement les justes quantités, sur le long terme ça marchera, aucun problème. Mais quelqu'un à qui on a amputé l'appareil digestif, l'estomac, et qui du coup est forcé de ne manger que des petites quantités, le jour où il va y avoir cette adaptation au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui va se passer quand elle pourra de nouveau manger tout ce qu'elle veut? Elle aurait sans doute tendance à avoir cette espèce d'effet rebond et recommencer à manger de manière disproportionnée par rapport à ses propres besoins et finalement perdre les bénéfices de cette opération. Le travail comportemental me semble indispensable, et je sais qu'aujourd'hui il existe de nombreux centres où les prises en charge sont pluridisciplinaires avec des spécialistes du comportement alimentaire, et je pense que si cette prise en charge est bien faite, ça peut être très intéressant. Dernière minute micronute pour cette semaine. Je vous parlais toujours, on est toujours sur ce pilier, vous l'avez compris, de l'appareil digestif. Je vous parlais des problèmes de digestion, donc de maldigestion. Donc bien évidemment, si vous souffrez de maldigestion, ne laissez pas traîner ce problème de maldigestion, parce qu'au-delà d'avoir des troubles fonctionnels intestinaux pour lesquels vous pourriez finalement vous accommoder, d'être constipé ou d'avoir de la diarrhée ou d'être ballonné, on finit par faire avec, je dirais. Si vous laissez traîner ces troubles fonctionnels intestinaux et que vous ne prenez pas en charge votre problème de maldigestion, vous pourriez dériver vers des pathologies beaucoup plus délétères. Votre micronutritionniste, bien évidemment, il pourra vous conseiller en fonction de votre situation des enzymes mycéliennes par exemple qui travaillent à large pH. Si au niveau de l'estomac on a un problème d'hypochloridie, il pourrait vous proposer des enzymes lipidiques afin de vous permettre de digérer vos graisses, notamment si vous avez des problèmes de vésicule biliaire. Il pourrait vous proposer une prise en charge afin d'améliorer la qualité de vos selles biliaires, d'avoir une bile plus fluide, d'améliorer la production des selles biliaires et leur sécrétion, donc des substances qui sont cholérétiques et cholagogues, notamment des plantes, le curcuma, l'artichaut, le radis noir. Toutefois, faites attention parce que toute cette phytothérapie, même si ce sont des produits naturels, peuvent être potentiellement dangereux puisqu'ils sont efficaces et ont des effets indésirables et des contre-indications. Et notamment, je pense pour le curcuma qu'on utilise beaucoup aujourd'hui parce que voilà, tout le monde en parle et on a l'impression que c'est un petit peu la panacée et qu'on peut l'utiliser n'importe comment sans avoir un conseil éclairé. Le curcuma, s'il est pris chez quelqu'un qui a des antécédents personnels de calcul biliaire, on pourrait avoir un effet dramatique qui pourrait être finalement la projection de ces calculs on pourrait boucher le sphincter d'Oddi, ce qui ferait que par la suite, vos sucs pancréatiques qui sont extrêmement caustiques ne pourraient pas s'évacuer et remonter dans le canal de Wirsung, et on pourrait avoir ce qu'on appelle une pancréatite aiguë qui est une réelle urgence médicale. Donc ne pas faire n'importe quoi, ne pas se complémenter à l'aveugle ou sur les conseils de sa voisine, vraiment faire attention et vous rappeler que ce n'est pas parce que ce sont des vitamines, des minéraux, des plantes, des huiles essentielles que c'est en accès libre, que ce n'est pas potentiellement dangereux. Si c'est efficace, ça veut dire qu'il y a un effet pharmacologique et ça veut donc dire que potentiellement ça peut
être dangereux. Voilà, j'en ai terminé pour cette synthèse de la Minute Micronute 2.0. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse. Si vous voulez avoir encore plus d'informations, rendez-vous sur Instagram, Dr Anna Potter. Vous pouvez aussi me retrouver sur le blog www.lamicronutrition2.0.com. Vous y retrouverez tous les articles, toutes les vidéos, tous les podcasts. Vous avez également accès à la boutique en ligne avec tous les guides que j'ai créés pour pouvoir vous prendre en charge sans forcément passer par une consultation en direct. Vous retrouverez également toutes mes lectures, tous les ouvrages que je vous recommande, qu'ils soient grand public ou plutôt orientés professionnels de la santé. Je vous souhaite une très bonne journée ou une excellente soirée. À votre santé!